Victoire FM, c'est vachement cool. Mesdames, Messieurs, aimables auditeurs, bonsoir et bienvenue dans les grands enjeux. Votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Victoire, la 96.3 FM si vous êtes à Lomé ou dans les environs, et la www.radiovictoire.fm partout ailleurs dans le monde. Au micro, Gérald Isidine, à la technique Ascool. Amener l'hôpital vers les populations. Voilà un concept novateur inventé par un jeune médecin togolais, le docteur Serge Michel Kodom. La quarantaine rugissante, ce natif de Yadé qui a passé sa petite enfance à Atakpamé n'a pas mis longtemps à comprendre qu'en matière de santé, dans la plupart des pays au sud du Sahara, les populations rurales sont des laissés pour compte. Les structures de santé sont quasi inexistantes en zone rurale et l'essentiel du personnel de santé qualifié est cantonné dans les centres urbains. Et donc, lorsque des pathologies sévères surviennent en zone rurale, il n'y a souvent aucun recours. C'en était trop pour le docteur Kodom, un entrepreneur dans l'âme. Pour réparer cette forme d'injustice et apporter sa part au développement de son pays, il crée en 2005 M-Afrique, l'association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et de la santé en Afrique. Alors, qu'est-ce que M-Afrique? Quelle est sa mission exacte? Et comment fonctionne-t-elle? Comment vit-elle? Et c'est pour répondre à toutes ces interrogations que nous avons invité pour vous dans les grands enjeux. Cet après-midi, le jeune médecin, le docteur Kodom. Docteur Kodom, bonsoir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de la radio Victoire FM. Vous êtes le président fondateur de l'ONG internationale M-Afrique. Et la population a découvert votre institution à travers la prise en charge gratuite de certaines pathologies handicapantes. Alors pouvez-vous nous rappeler la vision qui était la vôtre lorsque vous avez créé M-Afrique, docteur? Merci tout d'abord. Nous tenons à vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez afin de nous exprimer sur vos ondes. Permettez-moi avant toute chose donc d'adresser en ce début d'année mes vœux les meilleurs pour vos auditeurs et auditrices, mes vœux de santé, d'amour, de prospérité partagée. Que cette année se remplisse de bénédictions et d'actions grandioses en faveur du développement de notre pays, le Togo. Effectivement, M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique, qui a été donc créée en 2005, le 19 janvier 2005 précisément. Nous fûmes à l'époque un noyau de médecins africains, précisément togolais, qui avions pris sur nous donc l'engagement d'aider nos frères et sœurs souffrant de pathologies, de maladies graves mais curables en milieu rural. Et donc ces populations qui n'ont pas souvent la chance de voir un médecin, c'était l'occasion donc de profiter de nos compétences et expériences pour retrouver donc et donner le sourire à nos parents qui vivent en milieu rural. Donc à travers des missions de soins, de consultations médico-chirurgicales foraines gratuites. À l'époque, je me rappelle, nous étions très jeunes, mais nous étions très motivés, engagés pour apporter notre pierre donc à l'édification de notre pays, le Togo. Merci, docteur. Alors, quelles sont les grandes actions que vous avez pu mener? Est-ce que vous vous rappelez un peu des actions fortes qui ont été menées ces dernières années? Nous avons pu mettre en place une équipe aujourd'hui capable d'écrire une nouvelle page de la médecine en Afrique. Nous avons pu mettre en place une équipe capable de prendre en charge plus de 1000 patients sur le plan chirurgical et consulter 10 000 en l'espace de 2 semaines. On peut donc poser nos valises dans la région maritime et donner la chance à 1000 paysans qui ont des pathologies dans les villages reculés d'être pris en charge en l'espace de 2 semaines. Donc ça, c'est une prouesse médico-chirurgicale. Et ça, c'est ce qui est intéressant ici parce que pendant longtemps, les médecins africains n'ont pas ce courage d'aller vers les milieux ruraux, d'aller à l'intérieur du pays et donner donc cette expertise-là aux populations rurales. Donc si nous avons du soutien, s'il y a un bon encadrement, on peut dire vraiment haut et fort que nos parents qui sont dans les villages peuvent avoir des soins spécialisés à travers un mécanisme qui permettra à ce que les médecins s'organisent, même dans les capitales, pour être présents dans les villages à travers des soins spécialisés. Voilà le premier gros point que je peux signaler d'emblée. Maintenant, à côté, c'est que nous avons quand même des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Pour l'année 2015, je peux vous rassurer qu'on a opéré plus de 2500 patients gratuitement et avec succès.
Ici au Togo. Ici au Togo, donc en moyenne, nous avons entre 1500 et 2000 patients que nous opérons par an en milieu rural. Et souvent, ça se passe très loin dans les villages. Les populations à Lomé, les populations citadines ne sont pas concernées. Ça, c'est des actions concrètes très fortes et nous avons en réalité 6 axes stratégiques sur lesquels nous travaillons. Et donc, je peux vous dire que chaque année, nous essayons de mettre en œuvre près de 50 projets. C'est quand même lourd comme projet, comme ONG quand même. Et je peux vous rassurer que ça se passe plutôt bien parce que nous avons de la compétence et la première compétence, ce sont les ressources humaines de qualité que nous disposons au niveau de notre organisation. Nous y reviendrons tout à l'heure, docteur. J'allais aussi vous demander, finalement, quelle est la mission, quelles sont les missions de votre institution? La mission de M-Afrique est d'amener l'hôpital vers les populations démunies et faire la promotion de la culture de l'excellence et l'émulation en milieu scolaire et universitaire. Bien entendu, le but recherché étant de promouvoir le sens de la responsabilité sociale et le volontariat au sein du corps médical. C'est-à-dire, ici, il faut que les gens acceptent d'aller donner des soins de qualité aux populations rurales. Qui doit aller? Ce sont les médecins, ce sont les agents de santé, c'est le corps médical qui doit prendre conscience de cet enjeu-là parce qu'aujourd'hui, nous avons fini les OMD, nous sommes dans les ODD. Il faut que d'ici les 15 années à venir, nous puissions faire une évaluation. Et le milieu rural, comment nous allons pouvoir apporter un soulagement pour que les indicateurs soient favorables pour le Togo, pour l'Afrique, c'est qu'il faut que nous prenions conscience. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de la responsabilité sociale. Chacun a sa contribution à apporter dans cet enjeu de développement de nos pays africains. Docteur, le mois de décembre 2016 a été marqué par la 2e réunion du Conseil scientifique d'M-Afrique. Ça s'est tenu à Abidjan. Pouvez-vous nous rappeler le thème sur lequel était placée cette rencontre? Effectivement, du 28 au 29 décembre 2016, nous avons tenu à Abidjan une grande réunion. C'est la réunion du Conseil scientifique et pédagogique qui est un organe qui regroupe donc les tout premiers responsables. C'est-à-dire au niveau du Togo, il y a M-Afrique Togo. Au niveau du Bénin, nous avons M-Afrique Bénin. Donc, il y a 7 pays dans lesquels M-Afrique est implanté. Le thème retenu justement, c'est l'engagement des membres pour le renouveau. L'engagement des membres de M-Afrique pour le renouveau. Et cet organe, qui est le Conseil scientifique et pédagogique, se tient annuellement et c'est l'organe cadre qui régule la vie de notre organisation. Donc chaque année, nous nous retrouvons et nous essayons donc de faire le bilan de nos activités au cours de l'année. Et donc les Maliens sont là, les Togolais sont là, les Béninois sont là, les Burkinabés sont là, les Guinéens, les Sénégal et bien entendu le pays hôte qui était donc la Côte d'Ivoire. Cette rencontre a permis donc, comme je l'ai dit, de dresser le bilan de 2016 et se projeter pour l'année 2017 à travers donc le plan d'action que nous avons donc arrêté avec des objectifs très précis sur lesquels nous avons vraiment mis l'accent sur la mobilisation des membres pour une croissance de notre organisation. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles ont été ces résolutions qui ont été prises à Abidjan? Alors, les résolutions qui ont été prises à Abidjan, c'est que nous avons donc décidé de commun accord de faire en sorte que les activités prévues dans les 6 axes stratégiques, à savoir pour le premier axe stratégique, les formations et les recherches médicales, que au moins une activité soit réalisée dans ce domaine de formation. Au niveau de la médecine humanitaire, qu'il y ait une formation à l'endroit donc des agents par rapport donc à ce thème de médecine humanitaire. Donc ça peut être les infirmiers, les sages-femmes, etc. Au niveau de la recherche médicale, il était inscrit aussi qu'il y ait une activité de recherche médicale. Donc il faut documenter toutes les actions, même si c'est le dépistage de diabète ou bien d'hypertension, il faut documenter, il faut faire les articles. Donc voilà le premier axe stratégique. Au niveau du deuxième axe stratégique, à savoir les activités médico-chirurgicales, il a été retenu que dans chaque pays, au moins qu'il y ait 2 activités médico-chirurgicales en milieu rural et en milieu carcéral. Donc vous voyez que c'est des actions bien précises sur lesquelles nous devons donc nous évaluer donc en décembre prochain à Cotonou. Pour le troisième axe stratégique, à savoir la promotion de l'éducation pour la santé, il s'agit des émissions sur les masses médias.
à la radio, à la télévision et même dans la presse écrite. Donc il faut que les médecins africains que nous sommes, les médecins togolais que nous sommes, nous comprenions que si les journalistes nous invitent sur les radios, il faut y aller parce que c'est à travers les émissions là que nous allons passer les messages de santé publique et donner la bonne information donc à la population. Pour la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, il a été donc formalisé que nous devons mener aussi au moins 2 activités dans ce domaine. Le développement communautaire. Au Togo, nous avons 10 villages, 2 par région, dans lesquels nous expérimentons donc le concept de village de M-Afrique. Donc il a été recommandé que dans les autres pays, qu'il y ait au moins 2 villages. Donc, au Bénin, il y a 2 villages de M-Afrique, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, au Sénégal, des villages espacés de 500 km pour pouvoir donc faire le parrainage des meilleurs élèves au Bénin, les meilleurs élèves en Côte d'Ivoire, etc. Des élèves qui ont donc des bourses de soutien et donc c'est le volet éducation pour que nous puissions donc avoir une homogénéité dans les activités que nous essayons de réaliser. Et bien entendu, la mobilisation des ressources. Donc le siège de M-Afrique qui est donc basé au Togo assure la coordination, mais ce sont des représentations semi-autonomes, c'est-à-dire le Bénin mobilise ses ressources, le Togo mobilise ses ressources intérieures, le Burkina Faso également, donc le siège va coordonner juste à travers des décharges, essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, mais on donne aujourd'hui la latitude à tous ces pays d'aller aux États-Unis, au Japon, partout dans le monde, mobiliser les ressources pour pouvoir travailler dans leur pays respectifs. Vous êtes donc notre invité aujourd'hui, Dr Serge Michel Koudom, président de l'ONG internationale M-Afrique. Bien, pour mener toutes ces actions que vous venez de citer, vous devez avoir une équipe solide. Je voudrais que vous disiez un peu aux auditeurs comment est-ce que vous êtes organisé pour pouvoir faire face à cette situation. Alors, au niveau de chaque pays, comme je l'ai dit, il y a les bureaux nationaux. C'est-à-dire, au niveau du Togo, il y a M-Afrique Togo avec un bureau exécutif, avec un conseil d'administration. Au niveau du Bénin, il y a également M-Afrique Bénin, légalement reconnu, avec un récépissé reconnu. Et donc, nous essayons de mettre en place, comme je l'ai tantôt dit, les domaines d'intervention, les projets. Et ces projets, on mobilise les ressources, on met en place la stratégie de mise en œuvre. Et donc, comme ce sont des médecins qui constituent le noyau, je peux vous assurer qu'il y a de la rigueur et il y a de la maîtrise aussi des projets. Ce sont des projets que nous avons déjà expérimentés pour la plupart au niveau du Togo. Il y a une certaine force qui accompagne les activités dans les autres pays et donc nous essayons de travailler à partir d'un concept de volontariat et du bénévolat. Comme on le dit souvent, le cœur d'un volontaire dépasse celui d'un lion. Vous comprenez que lorsqu'un médecin décide qu'il prend une semaine pour aller dans un village de Sotobo, bien dans un village de Vaughan pour séjourner et faire des soins, effectivement, vous allez voir qu'il est très attentionné parce qu'il n'attend rien si ce n'est que il est volontaire, si ce n'est que attendre cette récompense divine, cette fierté d'avoir été utile à quelqu'un qui ne s'attendait pas du tout à avoir des soins de qualité. Et cela dit, 1000 personnes opérées en même temps, ça fait beaucoup de travail quand même. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de travail et c'est toute une stratégie. Aujourd'hui, nous avons le statut consultatif spécial au niveau des Nations Unies, à l'ONU, et au niveau de l'Union africaine, nous avons un siège au niveau de l'Assemblée générale du Conseil économique et social. Ce sont des reconnaissances et c'est pour nous des signes de motivation pour dire que ce que nous faisons et nous documentons, rappelez-vous, au niveau de l'axe stratégique recherche médicale, je vous ai dit qu'il faut documenter. Donc, nous avons de la documentation aujourd'hui qu'on peut vendre très cher et montrer que le travail que nous faisons est scientifiquement prouvé et qu'on peut opérer 1000 personnes en l'espace de 2 semaines. Et ça, il faut maîtriser l'heure de réveil, maîtriser l'heure de pause, maîtriser beaucoup de paramètres qui pourraient donc concourir à ce résultat. Et c'est ça que nous disons aujourd'hui, que c'est une expertise africaine et cela même nous a valu depuis 2011 le titre ou bien la gratification de la première ONG africaine spécialisée dans les activités médico-chirurgicales. Donc aujourd'hui, c'est avec fierté que nous nous préparons à aller au Niger pour donner cette expertise aux médecins nigériens de s'organiser pour aller à la rencontre de ces populations rurales nigériennes qui souffrent, qui n'ont pas accès aux soins de santé de qualité. Merci docteur, nous sommes avec vous, vous êtes le président fondateur de cette ONG qui fait parler d'elle. En 2014,
EMAFRIC avait initié dans notre pays une série de formations de journalistes en matière de santé, une initiative appréciée dans les milieux de la presse et reprise en octobre 2016 pour les journalistes des régions de la Savane, de la région centrale aussi. En décembre 2016 pour ceux des plateaux et en janvier pour les journalistes de la région maritime et de la commune de Lomé. Alors docteur, pouvez-vous nous dire un peu ce qui vous a motivé à organiser ce genre de formation des journalistes? Tout d'abord, il faut rappeler qu'en 2014, les formations des journalistes ont été organisées par le cabinet d'expertise Repère Consulting en partenariat avec EMAFRIC, avec le soutien du FNAPP, le Fonds national d'apprentissage et de perfectionnement professionnel, donc une structure de l'État togolais du gouvernement. Et donc, il était question de mettre en place un mécanisme pour interpeller les journalistes, les communicateurs sur les radios, au niveau de la presse, au niveau des télés aussi, pour dire que en réalité, nous avons de sérieux problèmes au niveau du corps médical et que les journalistes en réalité doivent être sensibilisés pour s'outiller sur des mécanismes qui pourraient aider la population à avoir la bonne information sur des questions de santé. La bonne information. La bonne information, donc, il faut que les journalistes sachent comment préparer leur protocole. Les agents de santé n'aiment pas s'exprimer sur les médias, vous avez remarqué, mais c'est parce que à tous les niveaux, le pas n'était pas franchi. Il faut que les journalistes sachent comment aborder et que les médecins aussi soient préparés aussi à donner des informations parce que le public a soif de l'information médicale. Donc c'était une première expérience en 2014 et cette expérience était vraiment saluée. Les journalistes, on a eu beaucoup de retours. Si vous allez à l'intérieur sur certaines radios dans les préfectures, les journalistes animent des émissions de santé 2 fois par semaine et ça c'était un très bon retour. Et nous avons constaté simplement par rapport à nos descentes sur le terrain, qu'il fallait être un peu plus inclusif, c'est-à-dire en dehors des journalistes, il fallait penser, comme je l'ai dit, aux agents de santé, mais également aux chefs traditionnels dans le cadre du marketing social, parce que lorsque vous avez une cible, la population, lorsque vous voulez faire la promotion de la santé, il faut agir sur les 3 niveaux. Les politiques, c'est très important. Les acteurs de santé que nous sommes, très importants. Également la population bénéficiaire qui doit adhérer à votre stratégie. Donc, il était important quand même qu'on associe les chefs traditionnels, les maires, c'est-à-dire les présidents de délégations spéciales dans les 5 régions. Vous les avez mobilisés depuis Dapan? Nous les avons mobilisés depuis Dapan, dans toutes les 5 régions. Et je vous assure que lorsque vous vous retrouvez dans la salle avec les présidents de délégations spéciales qui sont vraiment enthousiasmés de partager le code de la santé, je vous assure qu'on a le sentiment d'avoir tenu le bon bout. Et le bon bout, justement, c'est que nous avons une expérience de terrain, c'est qu'en allant soigner les malades, en allant voir des patients qui ont des pathologies, on se rend compte que, à travers la sensibilisation, à travers la mobilisation des premiers responsables, c'est-à-dire les chefs traditionnels, les leaders d'opinion, on peut améliorer quelque chose de significatif. Donc, il fallait être inclusif et même les associations et ONG. Lorsque vous prenez le code de la santé, on reviendra là-dessus certainement si on a un peu le temps. Vous allez vous rendre compte que ces ONG étaient très contentes de participer à ces sessions. Et donc nous avons dit, EMAFRIC ne pouvant pas être à Lomé, au même moment à Bassar, au même moment à Tcharpanga, à Nyamchougou, il faut donner la chance aux ONG qui sont dans ces villes de pouvoir échanger et renforcer nos actions pour qu'on ait un effet synergique. C'est ensemble qu'on peut bien agir. Donc, il ne faut plus être égoïste. On ne peut pas faire tout seul. Il faut s'ouvrir et c'est en s'ouvrant qu'on devient plus efficace. Sans oublier, bien entendu, les agents de santé communautaire. Les agents de santé communautaire, c'est ceux-là qui ont leur glacière et qui passent de maison en maison pour donner des conseils aux femmes, pour motiver les femmes qui sont enceintes d'aller voir les sages-femmes, les matrones et aussi, comme vous l'avez dit, qui vaccinent aussi, qui font la PCME, qui est la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Donc, ils sont outillés et il faut aussi aller leur dire que nous sommes reconnaissants par rapport à ce que vous faites sur le terrain. Il faudrait aussi vous appuyer sur certains documents qui sont aujourd'hui promulgués, à savoir le Code de la santé, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Alors, si nous avons bien compris, docteur, ça veut dire que vous avez réussi à mobiliser les populations du nord jusqu'au sud du Togo. Vous avez mobilisé des journalistes, ceux qui peuvent porter l'information,
Mais vous avez aussi mobilisé les personnes de la société civile. On a cité les chefs traditionnels, les leaders d'opinion et tout cela. Donc, pensez-vous que toute cette mobilisation a permis ou bien permettra de réduire quelque peu les faiblesses constatées dans notre système de santé? Parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Oui, vous savez, les faiblesses partout, ouais, même notre cher président Trump nous montre aujourd'hui que tous les efforts du président Barack Obama, lui, va les démolir. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a des faiblesses dans le système. Sinon, il ne va pas s'attaquer sur un domaine assez social comme ça. Ça veut dire qu'il y a toujours des difficultés. Et ces difficultés, on les retrouve aussi au niveau du Togo, au niveau du Bénin, dans la sous-région, surtout en Afrique au sud du Sahara. Il s'est encore apprécié en Afrique du Nord, la Tunisie, le Maroc, etc. Mais en Afrique au sud du Sahara, je pense qu'il y a des problèmes. Et je peux vous rassurer que nous avons fait de petites recherches sur les 10 pays les plus pauvres du monde. Il y a 7 qui sont de l'Afrique de l'Ouest, y compris la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo, le Bénin, le Sénégal. Donc vous comprenez que nous avons plus ou moins les mêmes problèmes. Donc les faiblesses que je vais relever pour le Togo peut-être sont identiques pour le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso. Donc faut pas que les gens soient un peu irrités parce que c'est une réalité. Et cette faiblesse réside dans le fait que au départ, nous avons considéré la santé comme étant une absence de maladie. Ce qui n'est pas le cas. Pas du tout le cas parce que la santé n'est pas l'absence de maladie, mais c'est un état complet de bien-être mental, physique, social. C'est le côté social, le côté mental qu'il faut intégrer pour faire de la santé un processus transversal. Donc lorsque vous attendez que vous n'êtes pas malade, donc vous êtes en bonne santé, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on n'agit pas sur la prévention. Donc nous pensons que le système tel qu'il est conçu aujourd'hui, il faut boucher certains trous qui sont assez béants, à savoir être inclusif, associer des gens, des personnes ressources qui pourraient donc appuyer le système de santé, à savoir les ONG et la population. Il faut que la population comprenne pourquoi ces programmes sont destinés à elle. Sinon, c'est comme si vous prêchez ailleurs et leurs réalités sont tout autres ailleurs, dans le désert. Et je vais là même vous citer un exemple, le Code de la santé. Lorsque vous prenez le Code de la santé de la République togolaise, qui a été donc promulgué par le chef de l'État en mai 2009, mais lorsque vous lisez ce code-là, je vous assure que toutes les dispositions sont prévues. L'hygiène, la gestion de l'eau, l'urbanisation, toutes ces questions sont prises en compte dans le code de la santé. La santé animale, l'insalubrité. Et je peux même vous dire d'emblée que lorsque vous prenez ce code à la page 18, dans son chapitre 3, article 45, vous allez vous rendre compte tout de suite que lorsqu'il s'agit de parler de l'hygiène dans les transports communs, on vous dira qu'il est interdit de jeter les sachets ou les déchets à travers la voiture ou bien le véhicule en circulation. D'aucuns citeront volontiers, si vous allez à Accra, je suis sûr que M. Zedi, vous avez entendu parler de cette histoire-là. Lorsque vous allez à Accra, vous jetez quelque chose, on ne jette pas. Mais ça se trouve dans notre code de la santé. Et pourquoi il n'est pas appliqué alors? Il n'est pas appliqué parce que justement, ce code n'est pas vulgarisé. Ce code n'est pas vulgarisé, même vous, les auditeurs qui m'écoutent ce soir, le code là n'est pas vulgarisé. Je ne suis pas sûr qu'un auditeur peut lever son doigt, dire que lui déjà ce code on ne connaît pas. Même les agents de santé, les directeurs préfectoraux de santé ne connaissent pas ce code de la santé. Donc ce n'est plus une question tabou, c'est une réalité, ce sont nos faiblesses. Il faut qu'on puisse mettre en œuvre les tests qui sont très beaux, qui sont donc conçus. Il faut qu'il y ait des promoteurs pour la vulgarisation. Nous avons pris ce point pour faire, il y a beaucoup d'aspects. C'est pour ça que nous avons voulu inclure toutes les parties prenantes, les autres ONG. Il ne faut pas travailler que le VIH, d'accord, VIH oui, mais il y a d'autres thèmes qui peuvent vraiment aider à soutenir le système de santé. Lorsque le chef de l'État, par exemple, donne des instructions pour rédiger ce code-là, après, il faut qu'il y ait des gens qui puissent partager ce code. Et d'où le rôle des journalistes aussi. Nous avons pu toucher environ 150 journalistes sur toute l'étendue du territoire. Mais nous espérons simplement que nous n'avons pas prêché dans le désert et que sur les 150, au moins 50 feront le travail. Et c'est en cela que nous allons pouvoir évaluer aussi notre initiative. Docteur, l'un des slogans d'Emafrique est d'amener l'hôpital vers la population. Et comment pouvons-nous interpréter ce slogan, amener l'hôpital vers la population? Généralement, la population va à l'hôpital, mais vous voulez amener l'hôpital à cette population-là.
Notre slogan « Amener l'hôpital vers les populations », comment nous pouvons l'interpréter? En réalité, c'est un concept, c'est une philosophie. Il consiste simplement à concevoir un mécanisme par lequel le Togolais ou bien le paysan qui décide de vivre en milieu rural ait la chance aussi de rencontrer au moins un médecin une fois par an. Voilà. C'est-à-dire, même si vous êtes dans un village reculé, il n'y a pas d'hôpital ou il n'y a pas des agents de santé hyper qualifiés, mais au moins une fois dans l'année, les médecins vont venir, des grands médecins, des professeurs, les chefs de service du CHU Sylvanus Olympio, du campus, les directeurs de service, les chefs de service de l'hôpital de Anéro, CHS Sokodé, CHU Kara, puissent aller aussi dans un village de Vaughan pour donner la chance à ce paysan qui vit là-bas, qui travaille, qui cultive le sol et qui nous nourrit en ville aussi, de leur envoyer l'ascenseur. Nous assurons aussi le développement de notre pays comme ça. Donc, il faut quand même réfléchir. C'est une philosophie. C'est assez innovant de savoir que des médecins africains décident aussi de comprendre que les Blancs, les médecins européens qui viennent pour nous aider, pour opérer 50, 20 patients, nous pouvons, nous, connaissant bien le terrain, étant dans le milieu, parlant facilement les langues, notre patois, nous pouvons aussi aller donner la chance aussi à nos parents de guérir de ces pathologies. Et je vous assure, lorsque vous voyez les hernies que nous rencontrons dans ces localités, ça fait froid au dos. Et cela veut dire simplement que nous avons failli, nous, agents de santé, nous, médecins. Je parle de nous, médecins, ici. Nous avons failli parce que le système tel qu'il est conçu, nous n'avons pas le courage d'aller au-delà. Nous nous contentons de soigner ceux qui sont nantis, ceux qui peuvent venir avec leurs fiches d'assurance, ceux qui peuvent venir payer directement. Mais ceux-là qui n'ont pas cette chance-là, il revient à nous médecins qui sommes dans la société, qui sommes investis comme ceux qui peuvent apporter un soulagement aux malades d'aller agir. Et c'est ça notre vocation, c'est ce que nous devons faire et c'est ce que MAfrique tente de faire. MAfrique tente de le faire, mais est-ce que vous arrivez, docteur, à mobiliser les autres soignants, les autres agents de santé dans ce sens-là? Oui, je pense aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, notre mission, il ne faut pas l'oublier, c'est que nous voulons que les gens comprennent qu'il faut amener, il faut changer un tout petit peu. Depuis 50 ans, on a vu que beaucoup de choses ne marchent pas. Il faut innover. L'innovation fait partie de nos valeurs. Vous savez, il faut de l'abnégation. Il faut voir l'homme comme Dieu, comme un être sacré. Il faut de la motivation. Il faut innover. Il ne faut pas copier toujours ce qui ne marche pas et le reproduire. Donc, nous estimons que même si beaucoup d'agents de santé ne comprennent pas, mais il faut faire de bonnes actions. Aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'ils comprennent. Certains pensent qu'encore que c'est une organisation sectaire, MAfrique là, il faut... Non. Nous avons une plateforme aujourd'hui, les adhésions sont ouvertes à tout le monde. Si vous allez sur le site, vous pouvez adhérer. Mais sauf que nous cotisons, nous mobilisons les ressources. Nous voulons dire simplement à la population togolaise que même étant à Lomé, vous pouvez agir dans le village. Qui n'a pas de village? Tout le monde a un village, mais soyons honnêtes, qu'est-ce qui se passe dans nos villages aujourd'hui? Lorsque je vais au village, quelquefois, je me demande, mais qu'est-ce que nous devons faire? Parce que on se rend compte qu'ils sont encore à des niveaux très... Voilà. Donc, c'est à nous maintenant, qui sommes en ville, qui sommes instruits, de réfléchir pour voir comment soutenir ces populations rurales qui sont vulnérables, je l'ai dit, et les amener à comprendre que même en étant en milieu rural, on peut avoir une bonne vie. Et cela passe par ce mécanisme-là. Les gens adhèrent. De 2005 à 2015, c'était uniquement les agents de santé. Mais depuis 2015, on s'est rendu compte, en âme et conscience, qu'il faut ouvrir l'organisation à tous les autres corps de métier. Il ne faut pas être assez fermé, parce que nous nous rendons compte que nous avons besoin de bonnes volontés, nous avons besoin des entrées financières, et donc si vous adhérez, vous, aujourd'hui à MAfrique, vous devez payer 60 000 francs par an, à raison de 5 000 francs. Avec les 60 000, on peut opérer un paysan dans un village de Kévé. À Djebakonji, on peut opérer un paysan. Donc, si nous sommes 1000 dans MAfrique, on peut opérer 1000 patients. Si nous sommes 2000, on peut donner la chance à 2000 paysans vivant en milieu rural d'être opérés. Voilà un peu le concept tel que nous l'avons tout de suite découvert. On s'est dit, écoutez, ouvrons-le à toute la population. Et nous sommes aujourd'hui très ouverts. Chaque mois, nous avons des adhésions. Et nous avons des formations pour que les gens comprennent cette philosophie. C'est une vision. Il faut comprendre aujourd'hui que pour pouvoir agir, il faut mobiliser des ressources. MAfrique est ouverte à toutes les bonnes volontés pour que nous puissions ensemble
conjuguer nos efforts pour le milieu rural et le milieu carcéral. Les grands enjeux sur Radio Victoire. Notre invité de ce soir, le docteur Serge Michel Kodom, médecin interniste, fondateur de l'ONG M-Afrique. Il y a quelques années, docteur, nous parlions des OMD, Objectifs du millénaire pour le développement. Aujourd'hui, il est question des ODD, Objectifs pour développement durable. Et c'est, si je ne me trompe pas, l'ODD 3 qui s'intéresse aux questions de santé. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette ODD 3 réellement et ce que notre pays doit faire pour que nous soyons présents au rendez-vous à l'échéance, parce que c'est en 2030, docteur. Merci. Effectivement, en 2030, on est déjà en 2017, il nous reste 13 ans. L'ODD 3 dit assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous à tous les âges. Donc, depuis le bas âge jusqu'à la vieillesse. Vous voyez que c'est un ODD qui est très intéressant pour nous qui sommes dans la promotion de la santé. Nous pouvons dire que au niveau de notre organisation, c'est pour l'atteinte de cet objectif que nous intensifions donc nos actions dans le sens de la sensibilisation, de plaidoyer, de réalisation des missions médico-chirurgicales, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, parce que la promotion de la santé couvre tous ces aspects. Il faut donner l'information. Nous avons voulu prendre le Code de la santé aujourd'hui comme le document de référence. C'est un document qui est promulgué, donc si on s'approprie le contenu de ce code, je peux vous assurer que tous les 17 ODD seront satisfaits. C'est ça qui est intéressant parce que le Code de la santé touche toutes les questions qui pourraient donc assurer une bonne santé à la population. Donc nous disons, nous avons découvert un trésor. Le trésor, c'est le Code de la santé. Il faut que la population sache qu'il y a un code maintenant et ce code se vend à l'Édit Togo à 3000 francs. Et bientôt, il y aura des émissions sur Radio Victoire FM pour parler que du Code de la santé. On vous communiquera donc les heures, les jours. Et lorsque vous serez câblé, vous allez comprendre. Nous allons détailler, expliquer vraiment ce que nous devons faire pour améliorer, pour promouvoir notre état de santé. Vous et moi, nous venons de constater que, en fait, ce code n'est pas très connu des populations. Alors, pouvez-vous revenir sur les grandes lignes de ce code? Le chef de l'État a promulgué depuis quelques années donc le Code de la santé et le président de la République, son Excellence le président Faustin Gnassingbé, qui, il faut le dire, très soucieux donc de la santé des populations, a certainement donné les instructions, relu lui-même le document, corrigé peut-être au bic le document, je n'en sais rien, j'imagine, parce que c'est un document de qualité. Et donc, ce code, je peux vous dire, contient 8 livres. Pour être encore plus précis, 622 articles, mais en français facile. Donc, ces articles qui vont de la protection générale à la promotion de la santé publique, les professions de santé, les régimes juridiques, l'usage des médicaments, les dispositifs médicaux, comment gérer les établissements de santé, c'est-à-dire comment ouvrir les cliniques, les laboratoires, tout ça. Lorsque vous voyez les cliniques, ce que Madame Aho dans le temps dénonçait, tout est dans le code. Donc, il faut quand même que ces dispositions soient donc respectées. Et c'est écrit, il faut maintenant qu'il y ait une mise en œuvre. Donc, il faut le promouvoir. Alors, la mise en pratique ne concerne pas uniquement le gouvernement ou bien le ministère de la Santé, mais aujourd'hui, la mise en œuvre concerne tout le monde. Parce que lorsque vous avez le statut d'ONG qui travaille dans le domaine de la santé, vous êtes aussi invité à parler de ces questions. Certains ONG vous diront que nous n'avons pas assez de moyens, il faut qu'être financé. Bon, c'est un autre débat, c'est vrai. Mais nous, au niveau d'M-Afrique, comme je l'ai dit, les bonnes volontés qui croient en nous et qui nous apportent du soutien, aujourd'hui, ils se rendent compte que nous avons franchi un pas. Et le pas là, c'est la mise en œuvre, la vulgarisation donc de ce code. Et c'est la principale raison qui nous pousse aujourd'hui à aller dans ce sens, à dire que on ne peut pas avoir un bon document comme ça et le garder. Jusqu'à quand? Il faut le prendre, le lire, partager le contenu et c'est ce que nous allons faire très prochainement sur votre radio pour le bien donc des populations togolaises. Merci, docteur, pour la confiance que vous me faites. Alors, docteur, lorsque j'écoute votre communication, lorsque vous faites la communication devant les étudiants, lorsque vous êtes même en campagne, les opérations foraines, tout ça, il y a toujours un mot qui revient, c'est le mot compassion. Qu'est-ce que ce mot signifie pour vous, vous en tant que docteur Kodom, qu'est-ce que ça vous dit? Merci.
Vous avez vu juste, on revient là-dessus souvent, parce que la compassion, pour nous, c'est la mise en pratique de l'amour du prochain, prôné dans toutes les saintes écritures et dans toutes les religions du monde. Vous comprenez? Et ce qui nous incite à apporter notre soutien, notre aide aux populations rurales vulnérables, c'est que c'est l'amour du prochain. Et il faut le cultiver. Vous avez vu, lorsque nous communiquons auprès des participants lors de nos formations, on n'hésite pas à lire parce que nous essayons de prêcher. Sans l'amour du prochain, on ne peut pas mettre en place des projets viables dans lesquels on ne voit pas que ses enfants ou bien sa famille proche, mais des projets qui intéresseraient donc tout le monde. Donc il faut aimer les gens, il faut la compassion, il faut réfléchir pour l'homme, pas pour soi. Et le contraire de la compassion, c'est l'égoïsme. Vous comprenez? Et nous estimons qu'en voulant faire l'humanitaire, en voulant faire les actions humanitaires, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent adhérer à Afrique, si vous n'avez pas ouvert votre cœur à l'amour du prochain, vous ne pouvez pas venir dans notre organisation parce que ici c'est l'expression de l'amour, c'est la mise en pratique de ce concept, l'amour du prochain qui est prôné. Et c'est pour cela nous essayons de le véhiculer chaque fois. Vous dire, écoutez, si nous venons dans les villages pour vous soigner, ce n'est pas parce que nous sommes les plus heureux dans les capitales. Ce n'est pas parce que nous sommes les plus riches, mais non. C'est parce que nous estimons que nous pouvons apporter un plus pour vous soulager, pour sortir cette épine de vos pieds que nous sommes venus. Donc, considérez cet acte-là comme un acte d'amour pour vous, qu'un acte d'autosuffisance avéré qui nous amènerait donc pour vous. Il en est de même pour les journalistes, les maires, les élus locaux, les chefs traditionnels que nous rencontrons. Ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire que nous venons, mais nous estimons que en venant vers vous, nous vous apportons la bonne nouvelle qui est le code de la santé, qui est en quelque sorte la Bible des agents de santé, ou du moins le système sanitaire en général et la population aussi, parce que même pour la culture générale, j'exhorte tout le monde à lire et à s'approprier le contenu de ce code de la santé de la République togolaise. Docteur, donc parlant de compassion, vous aurez certainement au programme cette année 2017 encore quelques opérations foraines dans les communautés du sud au nord, de l'est à l'ouest. Alors, est-ce qu'on peut avoir en idée un peu quels sont les programmes que vous avez en projet pour cette année? Alors, merci pour revenir sur nos projets. Nous avons environ une cinquantaine de projets, mais qui sont répartis dans les 6 axes stratégiques. C'est-à-dire, nous ne voulons plus naviguer à vue. Cette activité, il est inclus dans quel axe stratégique pour pouvoir évaluer. Et donc, nous allons continuer les missions médico-chirurgicales, comme vous l'avez dit, mais les formations également, la recherche médicale, et nous allons travailler beaucoup plus sur la promotion de l'éducation pour la santé en mettant en avant donc le code de la santé. Cette année, nous allons fatiguer les gens, nous allons fatiguer les oreilles de vos auditeurs avec le code de la santé. Et c'est comme ça que demain, on dira que au Togo aussi, si vous allez au Togo, on ne jette pas les choses à travers les voitures, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, et vous serez fiers d'être Togolais aussi, comme aujourd'hui, on fixe nos voisins de l'Ouest. Si vous allez à Accra, il y a X, il y a Y. Donnons-nous aussi des objectifs, fixons des objectifs. Aujourd'hui, le chef de l'État a placé son quinquennat sous le signe de mandat social. Ça veut dire beaucoup de choses. En réalité, nous devons accompagner. Quelqu'un qui dit, moi, ce mandat, c'est le mandat social, c'est la bonne volonté. Donc, quelqu'un qui peut contribuer, viens, parce qu'au final, c'est la population qui sera heureuse. Si nous tous, nous avons cet esprit de faire du social, aider les gens, accompagner les gens, mettre en place des mécanismes de soutien sociaux, les mutuelles de santé, les microfinances, pour que les gens puissent avoir de l'argent sous la main, pouvoir dépenser, pouvoir s'autosuffire, je pense que nous allons vers quelque chose d'intéressant. Et donc, nous allons continuer nos activités. Et c'est justement l'occasion de dire que nous avons aussi des activités que nous menons qui sont méconnues du grand public. Les cantines scolaires, nous avons environ 5000 enfants. Nous avons 10 cantines scolaires dans les 10 villages. Nous avons les mécanismes de parrainage des enfants. Nous avons environ 100 enfants qui sont pris en charge depuis le bac par Afrique jusqu'à l'université. Ah oui, parce que nous pensons qu'en donnant la chance à ces enfants vivant dans les villages, lorsque vous êtes en ville, vous nous écoutez, vous décidez que bon, vous voulez prendre un enfant de Vaughan, un enfant de Diaplémé, vous voulez prendre un enfant d'Iliko à Amou là-bas, vous voulez prendre un enfant de Timbou à Saint-Cancé, je suis sûr que dans 10 ans, vous serez fiers de cet enfant. Lorsque votre fils va aller rester en France, et peut-être c'est pas Western Union que vous allez communiquer, il viendra une fois l'an pour vous voir, c'est cet enfant de Takamba qui viendra rester avec vous le soir parce qu'il sait que c'est vous qui avez soutenu sa scolarité. Voilà la nouvelle
nouvelle vision de la solidarité africaine. Nous devons prendre ça sportivement et savoir que c'est ce qui va arriver. Et lorsqu'on le fait, on récolte toujours. Donc nous sommes dans un champ où nous sarclons. Ce n'est pas aussi facile. Le paysan, c'est l'être le plus patient de la terre. Il sarcle, il revient, il vérifie, il chasse les oiseaux qui viennent pour gâter sa semence, etc. Il met du temps et il espère une récolte. Aujourd'hui, sur l'homme, il faut être patient. Et c'est vraiment ce qui nous anime, parce qu'il faut être patient pour construire l'humanité. Les États-Unis construisent 200 ans en avant sur nous, donc, mais il faut qu'on prenne conscience aujourd'hui. Et au niveau de l'Union africaine, justement, où nous présidons la commission intersectorielle chargée de la promotion de l'agenda de l'Union africaine à l'horizon 2063, c'est qu'il faut de l'espérance. Il faut qu'on s'aime et qu'on soit patient et qu'on sarcle, qu'on ne se désespère pas, qu'on ne se décourage pas, afin que nos progénitures aient une Afrique meilleure. Merci docteur. Donc les auditeurs découvrent en même temps que moi donc que vous avez donc beaucoup de choses que vous faites et parfois un peu de la discrétion. Oui, c'est vrai, vous savez, on ne peut pas tout dire. Et bon, c'est vrai, nous essayons de faire selon notre personnalité. Nous estimons que ce que nous faisons, c'est pour Dieu qu'on le fait. Donc, lorsque c'est pour Dieu et donc pour l'homme, il faut laisser tout à Dieu et il révélera. C'est l'occasion aujourd'hui pour certains d'apprendre qu'on fait d'autres activités. Parce qu'on ne le fait pas pour médiatiser, pour gongonner, pour citer qu'on est capable de, mais on le fait pour que ceux qui en bénéficient soient satisfaits parce qu'ils ont des gens, ils ont des hommes qui agissent pour eux et c'est l'homme qui fait l'homme, comme le dit l'adage. Si nous voulons que ça change, nous devons commencer par aider ceux qui sont plus bas que soi. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Alors, vous avez cité un certain nombre d'actions menées et ces actions-là ont quand même besoin d'être financées. Par quel moyen arrivez-vous à financer toutes ces activités-là? D'abord, par l'un des opérations. Merci. Nous finançons les activités à travers des mécanismes de financement que nous avons essayé d'élaborer. Et nous continuons toujours de réfléchir parce que sans les ressources financières, matérielles et humaines, nous ne pouvons pas donc être assez opérationnels, efficaces. Et je peux vous dire que nous sommes très efficients, c'est-à-dire nous avons pu mettre en place des mécanismes qui aujourd'hui donnent leurs fruits. Vous savez, lorsque vous bâtissez votre organisation sur le bénévolat, sur le volontariat, donc la première richesse c'est l'homme. Donc tous ceux qui sont dans M-Afrique viennent a priori pour apporter une aide aux autres. Donc ils ne sont pas gourmands. Et ça, c'est notre première richesse, il faut le dire, ce qui fait que nous sommes très efficients parce que avec 60, 65 000, 70 000 francs, nous arrivons à opérer, à faire une intervention chirurgicale, la consultation, l'intervention, jusqu'au suivi post-opératoire. Donc ça veut dire que c'est de l'efficience. Avec le peu de ressources, nous arrivons donc à avoir un impact qui soit assez mesurable. Et donc, nous appuyons d'abord sur les ressources humaines, donc les cotisations des membres. C'est vrai que par rapport au nombre d'adhérents que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas assez de ressources. Donc, nous faisons appel donc au financement indirect, donc les dons et les partenariats. Les dons, ça veut dire que les bonnes volontés. Lorsque nous voulons aller à Vaughan, mais ne vous étonnez pas que moi je m'adresse à l'amicale des ressortissants de Vaughan. J'ai dit, écoutez, nous allons voir vos frères et parents dans les villages de Vaughan. Voilà la carte que nous avons établie avec le directeur préfectoral de santé qui nous définit les localités que nous devons visiter. Ce qui fait qu'il nous arrive de faire quelquefois 100 km de pistes rurales parce que nous-mêmes nous ne connaissons pas la localité dans laquelle nous n'avons pas mis pied encore dans la localité. Et je vous assure qu'il nous arrive de rentrer à 20h, 21h des villages où nous avons consulté pour allier donc notre base en ville. Et ça, lorsque nous allons vers ces amicales, finalement, ils comprennent que l'objectif, c'est de leur donner un soutien pour leurs propres frères qui sont dans la localité. De ça, nous bénéficions de ces dons-là. Et c'est l'occasion aussi de lancer l'appel en disant aux autres présidents d'amicales qu'il ne sert à rien d'être président d'amicale et ne pas être présent dans votre ville d'origine aussi. Parce que ici, vous devez vous organiser pour apporter une aide aux populations qui sont restées dans les villages. Nous sommes là, nous sommes des médecins, c'est notre devoir, c'est notre job, c'est notre responsabilité d'ailleurs d'aller donner des soins aux malades.
Donc, si vous estimez, vous pensez que vous avez des difficultés dans vos localités, faites-nous appel. Nous allons discuter, nous allons apporter notre contribution au niveau de M-Afrique, mais également votre contribution aussi pour pouvoir acheter les médicaments et le matériel, réunir le matériel nécessaire pour pouvoir aider, pour pouvoir soigner efficacement les populations qui sont dans ces localités pour le bien donc de notre pays. Docteur, nous sommes avec vous aujourd'hui dans les grands enjeux. Bientôt la fin de cette émission. Est-ce qu'il vous arrive quand même d'avoir quelques moments de détente? Si oui, comment est-ce que vous les occupez? C'est vrai que j'ai des journées très chargées, c'est vrai, parce que vous comprenez que sur le plan local, j'ai des responsabilités. Sur le plan professionnel, j'ai des responsabilités parce que je dirige une clinique médico-chirurgicale ici à Lomé également. Et sur le plan international aussi, j'ai des responsabilités. Les réunions de l'Union africaine à Addis Abeba, Nairobi, et aussi nous avons des représentations dans 7 pays en Afrique. Donc les activités au Bénin, qu'il faille me solliciter au Mali pour suivre, pour rencontrer les ministres de santé, les premiers responsables sanitaires de ces pays aussi. Et également dans les pays d'Europe, les États-Unis, nous avons aussi une représentation honoraire au Japon, en Allemagne, en France et aux États-Unis. Couronné également donc de notre statut aux Nations Unies où nous avons donc un bureau à Genève, à Vienne et à New York. Donc vous comprenez que ça fait beaucoup. Mais moi j'avoue quand même que je suis assez équilibré dans ce que je fais parce que c'est volontaire, c'est un choix que j'ai fait et donc je l'assume. Et j'ai des moments de distraction qui passent par ma famille. Je suis marié, père de famille, 4 enfants, c'est beaucoup, que j'aime beaucoup, qui me voient pas souvent et qui courent lorsqu'ils me voient. Chaque fois qu'ils me voient, c'est comme si je revenais du voyage. Mais c'est une manière de dire simplement que je me sens assez épanoui personnellement et les Toufan aussi m'apportent la joie. Oui, ça, j'allais le dire, hein, parce que je sais que vous êtes l'un de leurs premiers soutiens. Oui, c'est vrai. Et puis, je peux dire aujourd'hui que ces 2 jeunes me donnent quand même beaucoup de joie, de satisfaction, parce que malgré tout mon programme chargé, je peux vous montrer sur mon portable tout de suite. Ils me sollicitent. Je dois venir écouter les sons. Tous les sons que les Toufan produisent, je dois les écouter avant le grand public. Ils me font toujours l'honneur et le privilège de venir écouter le son au studio. Et je passe souvent, c'est entre minuit et 2 heures du matin qu'on l'écoute vraiment. Et ça fait plaisir de savoir que ces jeunes ont toujours confiance en moi. Et on échange, c'est des moments où je suis vraiment déconnecté de tout ce qui est médecine, de tout ce qui est stratégie, planification. Et je reste à un niveau où je sens que je suis dans un autre monde, un monde très agréable d'imagination, de créativité, et c'est ce que les Toufan me donnent. Et en dehors de ça, bon, je ne vais pas dans les bars, je ne m'assois pas pour boire, je ne prends pas de l'alcool d'ailleurs, je ne fume pas, un peu de sport, et donc c'est ça, je fais l'effort d'aller en salle de gym. Et c'est des moments où je me distrais. Voilà, lorsque je suis à Lomé, je suis dans les salles. Lorsque je voyage à l'hôtel, le premier chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une salle de gym pour que je puisse aller dans la salle de gym, pour me mettre en forme, pour déstresser. Et ma journée commence et elle finit très tard, autour de minuit. Merci. Donc, parlant du domaine de la musique, est-ce que vous avez pensé également à 2 artistes à part les Toufan? Oui, j'avoue qu'il y a 2 ans, j'ai échangé effectivement de façon sincère avec les Toufan, parce que je connais un peu aujourd'hui, en toute modestie, le chemin. Le chemin en termes de promoteurs, que ce soit Ouaga, Jack Press, je le connais personnellement, que ce soit Alain Mévégué, je le connais en France, que ce soit Robert Braza, je le connais, que ce soit Claudicia, je le connais personnellement. Vous voyez, donc tout ce monde artistique, du moins francophone, je le connais, puis j'ai pu tisser des relations très fraternelles, amicales, et donc je me dis quand même que je peux montrer le chemin à certains artistes encore. J'en ai discuté au Toufan, ils m'ont donné le feu. Il y a des artistes très talentueux, mais mon problème majeur, je le dis, c'est que je n'ai plus assez de temps matériel pour me consacrer donc à un artiste, parce qu'il faut le dire, la production est très difficile, parce que vous devez prendre ce jeune artiste là comme votre propre frère, comme votre petit frère que vous voulez voir réussir.
Le soutien financier, matériel, il est là aussi, certes, mais c'est beaucoup plus cette présence-là qui, ma foi, me pose problème. Mais je suis un peu reconnaissant à tous les promoteurs. Cette année, nous avons reçu un prix qui nous a beaucoup fait plaisir de meilleur promoteur culturel, Héros 228. Et lorsque j'ai eu le prix, j'ai fait 2-3 jours, je me suis dit, j'ai envie de prendre encore un pour donner la chance d'avancer, mais j'avoue qu'il faut que je m'organise un peu. J'ai beaucoup de responsabilités au niveau de l'Union africaine, parce que je couvre les 54 pays africains, c'est beaucoup. De ce que je suis déchargé, peut-être que j'aurai un peu plus de temps, mais les enfants aussi grandissent, donc je suis un peu dubitatif. Toutefois, aujourd'hui, les Toufans sont grands. Ils sont très grands en nom et en carrure. Et donc, je sais toujours me positionner. Ce n'est plus celui-là qui vient, qui veut voir dans tout ce qui se passe. Ils sont assez grands. Ils ont une forme de liberté qu'ils défendent et que je respecte d'ailleurs. Et donc, l'équipe managériale est toujours là. Et ça se passe plutôt bien. Alors, pour terminer cet entretien, docteur, comment est-ce qu'on fait pour se rapprocher de M-Afrique lorsqu'on souffre d'une pathologie quelconque? Alors, pour se rapprocher d'M-Afrique, c'est très simple. Nous avons donc le numéro de téléphone, le 23 20 15 15. Celui-là, il est sur WhatsApp, le 98 39 78 96. Et j'avoue que nous ne faisons pas les consultations à Lomé parce que le concept, vous l'avez entendu, il est orienté vers le milieu rural. Nous estimons qu'à Lomé, il y a beaucoup de médecins déjà et pour exemple, environ 75% des médecins exercent dans Lomé. Toutefois, nous avons quand même des personnes qui nous sollicitent, comme vous l'avez dit. Nous les écoutons, nous essayons de constituer les dossiers et nous essayons de leur donner des questions par rapport aux structures, même à Lomé, qui peuvent les prendre en charge. Quelquefois, certains n'ont pas l'information, ils sont affolés, ils savent que M-Afrique travaille, M-Afrique est compétente, mais nous disons qu'écoutez, par rapport aux ressources que vous avez, vous pouvez aller au CHU, Tokoin, Sylvanus Olympio, et voilà, tel service pourrait bien vous prendre en charge. Tel professeur est là, je vous donne ma carte, allez-y, parlez, posez votre problème, il va vous soigner parce que il y a de la compétence sur place et donc ça se passe plutôt comme ça. Mais nous avons un fonds, c'est un fonds que nous avons qui est le fonds MGMC, le fonds de prise en charge des maladies graves mais curables, mais c'est pour les enfants de 0 pratiquement à 14 ans. Donc c'est pour les enfants, nous donnons la chance à environ 12 enfants qui ont des maladies très graves mais curables. C'était le cas de Nata. Il y a d'autres enfants aussi, les ambiguïtés sexuelles, les enfants qui ont des malformations, d'être pris en charge soit au Togo ou bien à l'extérieur. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement à dire à cette jeunesse togolaise? Pour la jeunesse togolaise, j'ai peut-être 2 mots. C'est qu'il faut oser. Il faut oser et ne jamais désespérer. Parce que qui perd l'espoir a perdu tout. Lorsque vous n'osez pas, vous voyez tout difficile. Il faut persévérer, avoir l'esprit entrepreneurial. Et il faut donc essayer de se battre. Il faut travailler. Il faut se concentrer sur ce qui vous inspire. C'est le message que j'ai à donner pour la jeunesse africaine aujourd'hui par rapport à l'agenda 2063 de l'Union africaine que j'essaie de promouvoir dans les 54 États. Je dis à la jeunesse africaine qu'il y a de l'espoir. Si vous voyez les Chinois remplir les avions pour venir en Afrique, c'est qu'il y a quelque chose. Vous êtes encore sur le lit, vous dormez, vous ne vous levez pas pour voir qu'il y a quelque chose ici. Pourquoi ils viendraient si ce n'est pas bon? Les jeunes veulent semer tout de suite et récolter. C'est faux, c'est pas possible. Donc, en mot de fin, est-ce que vous diriez un mot à l'endroit des autorités de ce pays? À l'endroit des autorités, un merci d'abord aux autorités donc de ce pays, parce que nous, au niveau de M-Afrique, nous avons travaillé, c'était très dur aujourd'hui. Nous avons un soutien, même si le soutien n'est pas financier, nous avons un soutien institutionnel. Nous avons pratiquement tous les accords avec le gouvernement togolais, que ce soit l'établissement de siège. Nous avons un siège international qui est basé à Lomé. Nous avons des avantages liés au statut d'organisation internationale. Nous avons des partenaires avec le ministère de la Santé qui nous donne l'opportunité de travailler en collaboration avec les formations sanitaires du pays. Vous savez, le coût amoindri de nos interventions sont liés donc au fait que nous bénéficions de l'utilisation des structures de l'État aussi. Et ça, c'est une reconnaissance. Et je m'en vais donc dire un merci aussi au chef de l'État pour la stabilité. Parce que
ailleurs, ce n'est pas aussi évident de rentrer très tard et d'avoir cette sérénité que j'arriverai donc à la maison. Ça, c'est quelque chose que quelquefois nous n'arrivons pas à quantifier parce que on ne le palpe pas. C'est très important. Il faut donc saluer les autorités militaires aussi et surtout la population parce que nous, aujourd'hui, nous pensons, à mon humble avis, que le Togo est bien parti. Nous allons dans les autres pays, on voit, il y a la différence, c'est-à-dire les jeunes sont assez intéressés au développement, aux questions de développement. La jeunesse a envie d'aller de l'avant et ça, c'est une richesse. Et c'est ce que j'allais dire que merci à tous ceux qui nous écoutent également à la Radio Victoire, à tous les journalistes. Vous savez, lorsque vous initiez des programmes comme ça sur tout le territoire, vous avez la chance de côtoyer donc tout, que ce soit à Tapamé, à Sokodé, on rencontre à Kara, à Dapaon, on rencontre de ces femmes, de ces hommes, de ces vieux qui sont sereins, qui pensent à un avenir meilleur. Et ça, c'est encourageant. Merci pour tous ceux qui œuvrent dans le sens du développement du pays, dans le sens du développement du Togo. Et voilà mon mot de fin, c'est un merci parce que il n'y a rien à dire. Lorsqu'on a la santé, c'est de dire merci à notre Créateur, de nous mettre les gens autour de nous. Vous aussi, journalistes de la radio, vous nous avez accompagnés sur le territoire, vous avez donné des modules. Ça, c'est des signes encourageants. Lorsqu'il s'agit de vous inviter à participer à la construction, vous répondez. Vraiment, on ne peut que dire merci. Merci aux autorités, merci au chef de l'État, merci à toutes les bonnes volontés, au président, aux ministres, au président de délégation, au maire de la ville de Lomé aussi. Que cette année soit vraiment meilleure, heureuse, que les gens fassent le bilan de santé aussi, pour éviter la survenue des maladies. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. Bonne nuit, bonne soirée à nos auditeurs et même ceux qui nous écoutent au-delà donc des frontières, au niveau de la diaspora. Bonne et heureuse année 2017. Vous l'avez compris, Serge Michel Kodom est un homme de terrain, un homme d'une densité inouïe. Il est très connu pour les opérations médicales foraines qu'il mène avec son équipe et qui soulagent beaucoup nos compatriotes vivant en zone rurale. Mais ces actions ne s'arrêtent pas là du tout. Formation de journalistes et des membres des organisations de la société civile dans le domaine de l'éducation et de la santé communautaire. Prise en charge complète de la scolarité de centaines d'enfants, création de cantines scolaires, etc. Le docteur Kodom a aussi le mérite d'avoir été le premier à mettre les Toufan sous le feu des projecteurs au Togo et dans le monde, en étant le premier à croire à leur potentiel et le premier à les produire. Si nous ajoutons à tout ceci les multiples fonctions qu'il exerce dans les hautes sphères internationales, comme à l'Union africaine ou aux Nations unies, nous pourrons affirmer que notre invité d'aujourd'hui, le quadragénaire Serge Michel Kodom, appartient à cette catégorie de Togolais d'une autre dimension. Des Togolais qui croient en eux-mêmes, en leurs possibilités, en leurs capacités. Des Togolais qui osent et qui gagnent. Des Togolais enfin qui devraient motiver et servir de modèle à d'autres Togolais. Souhaitons-lui donc bonne chance et du succès dans toutes ses initiatives. Qu'Afrique aille de succès en succès et surtout que beaucoup de jeunes puissent être inspirés par son exemple et son esprit entrepreneurial. Les grands enjeux, c'est terminé pour aujourd'hui. À samedi prochain. C'était Gérald de Yusidine et Ascool. Merci.